Ils disaient que c'était de ma faute, que j'avais cherché ça. Mais personne n'a jamais vu mes mains trembler la nuit quand je tenais mon ventre en silence. Personne n'a entendu mon cœur hurler quand j'ai compris ce qui m'arrivait. Si tu penses que ça ne peut pas t'arriver à toi, écoute jusqu'au bout. Et si tu veux que ces histoires sortent de l'ombre, abonne-toi, laisse un like, parce que je vais tout raconter, même ce que personne ne veut entendre. J'avais 19 ans. On vivait dans un village pas loin de Limoges, 782 habitants, une boulangerie, une poste ouverte 2 jours par semaine et des regards qui jugent plus vite qu'ils ne parlent. Chez nous, tout le monde connaissait tout le monde et personne ne connaissait vraiment personne. Je m'appelais Léa. J'étais fille de l'adjoint au maire, secrétaire au collège, une mère stricte comme une règle et un père invisible comme une rumeur. Je passais mes journées à l'école, mes soirées à la bibliothèque municipale et mes week-ends à aider ma mère à tenir la maison droite. C'est ce qu'elle disait. Une maison droite, une fille droite. Il s'appelait Vincent. Il avait 38 ans. Il était le fils de l'ami de ma mère. Travailleur agricole, fort, calme, toujours une chemise propre et une poignée de main ferme. Le genre d'homme que tout le monde salue sans jamais le regarder trop longtemps. Le genre qu'on invite aux fêtes communales, qu'on écoute parler de bois et de météo, mais dont on ne sait rien. Il a commencé par m'aider à porter des cajots pendant la brocante. Un sourire, une plaisanterie, puis une main un peu trop basse sur ma hanche. J'ai cru rêver. Ensuite, c'était un coup de main pour réparer mon vélo. Il a demandé mon numéro au cas où. Je n'ai pas osé dire non. Dans mon monde, on ne dit pas non à ceux que tout le monde respecte. Et puis un soir, après une réunion de la mairie, il m'a proposé de me raccompagner. J'avais refusé au début. Il a insisté. Il pleuvait. J'ai accepté. Je me suis assise côté passager. Ce n'était pas loin, mais il a tourné dans un chemin. Il m'a dit que c'était plus court. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé. Il a dit que j'étais belle, que je faisais la grande fille, que je savais très bien ce que je faisais. Je ne me rappelle pas comment je suis rentrée. Je ne me rappelle pas si je me suis lavée. Je me souviens seulement que je suis allée au lit avec les habits mouillés et que ma mère a dit au petit matin que je sentais la bête. Je n'ai rien dit à personne pendant des semaines parce que dans ce village, dire, c'est détruire. Et moi, je voulais juste que ça s'efface. Mais ça ne s'est pas effacé. J'ai commencé à avoir des nausées, à être fatiguée. Je pensais que c'était le stress ou le froid. Jusqu'au jour où j'ai vu le calendrier et compris que mes règles n'étaient pas venues depuis plus de 2 mois. Je suis allée à la pharmacie du bourg voisin pour être sûre que personne ne me reconnaisse. J'ai acheté un test. J'ai attendu que ma mère parte au marché. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai tremblé en regardant les 2 traits rouges apparaître. J'ai vomi, pas à cause de la grossesse, mais parce que c'était vrai, parce que c'était lui, et parce que je ne savais pas quoi faire. Ce soir-là, j'ai essayé d'en parler à ma mère. Elle faisait la vaisselle. Je me suis approchée. J'ai dit, « Maman, je crois que je suis enceinte. » Elle s'est arrêtée. Elle a regardé dehors, puis elle a repris son éponge. « De qui? » Je n'ai pas répondu. Elle a soufflé.
un soupir long comme un hiver. J'espère que tu vas pas salir notre nom. Puis elle m'a tourné le dos et elle a fermé l'eau. Je suis montée dans ma chambre et j'ai compris, je serais seule du début à la fin. Je me suis enfermée dans ma chambre ce soir-là. J'ai éteint la lumière, j'ai tiré les rideaux et j'ai fixé le plafond comme s'il allait m'absorber. Mon ventre ne se voyait pas encore, mais je le sentais déjà, comme une brûlure sourde, un poids qui ne faisait pas mal au corps, mais à l'âme. Les jours suivants, j'ai continué à aller en cours, comme si rien n'était arrivé. Mais tout en moi hurlait. Chaque minute à tenir la tête droite, à répondre présente quand on m'appelait, à faire semblant que ma vie n'était pas en train de s'effondrer, était un supplice. Je me regardais dans la glace des toilettes du lycée et je me demandais si quelqu'un d'autre le verrait, si mes yeux criaient, mais personne ne disait rien. Et moi non plus. Je n'ai pas d'amis proches, pas depuis le collège. J'étais la fille sérieuse, discrète, celle qu'on tolère mais qu'on ne cherche pas. Alors, je n'avais personne à qui parler, personne pour pleurer. J'ai essayé d'appeler le numéro vert qu'on voit sur les affiches. Une femme a décroché. Elle avait une voix douce. J'ai raccroché avant de dire un mot. J'avais peur qu'elle me reconnaisse, qu'elle sache qui j'étais. Dans un petit village, même les anonymes ont un nom. Un soir, alors que je faisais semblant de lire, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle n'a pas frappé, elle a simplement dit « Ton père ne doit rien savoir. Compris? » J'ai levé les yeux vers elle. Elle avait le visage dur, celui qu'elle prenait quand elle repassait les chemises de mon père ou rangeait les papiers administratifs, le visage de la loi. « Et l'école? » j'ai murmuré. « Tu continues jusqu'à ce qu'on ne puisse plus cacher. Ensuite, on dira que c'était un accident. Tu tomberas dans les escaliers. On trouvera une version propre. » Elle est repartie sans attendre de réponse. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence, le visage contre mon oreiller pour étouffer les sanglots. Je me sentais enfermée dans un monde trop étroit, un monde où même les larmes devaient être invisibles. Le matin, je me suis levée. J'ai enfilé mon jean le plus large, un pull de mon père, et j'ai pris le car scolaire. Les autres élèves riaient, parlaient fort. J'étais là, assise au fond, et j'avais l'impression d'être dans un autre monde, un monde où le temps s'était arrêté. Le professeur de SVT a parlé de reproduction humaine. Certains ont ri. Moi, j'ai eu envie de vomir. Pas à cause du cours, mais à cause de cette voix en moi qui répétait « Tu portes quelque chose que tu n'as pas choisi. » Le pire, c'était les regards. Ceux qui glissent sur toi sans s'arrêter et ceux qui s'arrêtent un peu trop longtemps, comme si on devinait quelque chose, comme si on se demandait. Mais personne ne demandait parce que personne ne voulait savoir. Un jour, en salle des profs, j'ai entendu deux enseignantes murmurer. « Elle a changé, la petite Léa. Elle a maigri, non? Elle est toute pâle. » L'autre a haussé les épaules. « Tu sais, à cet âge, elles font n'importe quoi. » Je me suis tournée. Elles m'ont vue. Elles se sont tues. Le soir, chez moi, le silence était une prison. Mon père ne disait rien. Il ne voyait rien ou faisait semblant. Il lisait son journal, mangeait sa soupe, posait sa cuillère avec précision.
Et moi, je disparaissais un peu plus chaque jour. Vers le 3e mois, j'ai commencé à sentir mon corps changer. Le ventre se tendait, mes seins étaient douloureux, mes jambes plus lourdes. Je n'avais aucun suivi médical, aucun rendez-vous. Personne pour me dire si tout allait bien. Ma mère disait que les filles comme moi se débrouillent. Elle me lançait des vêtements plus larges, des chemises à elle, des foulards pour cacher. On n'est pas des animaux, elle disait. On garde la dignité. Mais quelle dignité y avait-il à se cacher dans la honte? Un soir, j'ai pris une feuille blanche. J'ai écrit « Je suis enceinte. Ce n'est pas un choix. Je ne veux pas qu'il meure, mais je ne sais pas comment le garder vivante. » J'ai glissé la feuille dans mon agenda entre 2 pages de devoirs, juste pour que quelqu'un, un jour, tombe dessus et comprenne. Mais personne n'a jamais ouvert cet agenda, même quand je l'ai oublié dans la classe de français pendant 2 jours. Il m'a été rendu intact. Le printemps est arrivé comme un mensonge. Le ciel était plus clair, les arbres en fleurs, les gens plus bavards. Mais à l'intérieur, c'était toujours l'hiver. Mon ventre commençait à se voir, malgré tous mes efforts. Les vêtements amples ne suffisaient plus. Mon corps changeait et les regards aussi. Dans les couloirs du lycée, je sentais les chuchotements. Ils n'étaient jamais directs, jamais frontaux, juste assez forts pour atteindre mes oreilles sans m'affronter. « Tu crois qu'elle est enceinte? Mais non, elle est juste grosse. » Je te dis que si, regarde son visage. C'est avec qui tu penses? Elle n'a même pas de copain. Je marchais droit, sans broncher, comme si j'étais sourde, comme si j'étais vide. Un jour en classe, le prof m'a demandé de lire à voix haute. Ma voix tremblait. Il m'a interrompu. « Léa, tu es fatiguée? Tu veux t'asseoir? » Je ne savais pas s'il voyait ou s'il faisait semblant de ne rien voir. J'ai hoché la tête. Il a poursuivi le cours. Personne n'a rien dit. À la cantine, je mangeais seule, toujours au même coin. Les copines que j'avais un peu connues avant se détournaient maintenant. Elles ne me saluaient plus. L'une d'elles, un jour, m'a frôlée dans le couloir, puis s'est essuyé la main sur son manteau. J'ai compris. Pour elle, j'étais devenue sale. Chez moi, c'était le silence organisé. Ma mère agissait comme si j'avais la grippe. Elle faisait mon linge, me jetait des infusions de plantes, m'évitait du regard. Mon père, lui, continuait comme toujours. Travail, télé, mutisme. Il ne me regardait jamais directement. Il parlait à ma mère au-dessus de ma tête, comme si je n'étais plus là. Mais moi, j'étais là et j'avais peur. Pas juste de ce qui allait arriver, mais de ce qui n'arrivait pas. Un soir, j'ai eu mal au ventre, pas des crampes, quelque chose de profond, de lourd, comme une pierre vivante dans mon bas-ventre. J'ai eu peur. J'ai demandé à ma mère d'aller voir un médecin. Elle a levé les yeux vers moi, lentement, comme si je venais de lui demander l'impossible. « Quel médecin? » a-t-elle répondu. « Tu veux que tout le village sache? Je veux juste savoir si tout va bien. » Elle a soupiré, puis elle a attrapé son sac. « Demain, mais on ira ailleurs, pas ici. » Le lendemain, on a pris la voiture jusqu'à un village à 40 kilomètres. Le docteur était un homme d'une 60aine d'années, lunettes rondes, blouse propre. Il nous a fait attendre.
dans la salle d'attente, 2 femmes m'ont regardé avec insistance. J'ai baissé la tête. Quand mon nom a été appelé, ma mère m'a accompagnée. Le docteur m'a demandé ce qui m'amenait. J'ai bafouillé quelque chose. Ma mère a pris la parole à ma place. Elle a mal. Il faut vérifier. Rien de grave, hein? On veut pas d'histoire. Il m'a ausculté. Froideur clinique. Il n'a pas dit un mot pendant l'examen. Juste une phrase, à la fin. C'est bien ce que je pensais. Il a enlevé ses gants, les a jetés. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Tu sais ce que tu fais, au moins? Je n'ai pas répondu. Je vois ça trop souvent, des filles qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas les conséquences, et après, ça pleure. Ma mère a baissé les yeux, n'a rien dit. Vous avez un suivi? Une sage-femme? Une déclaration à la mairie? Ma mère a répliqué vite. On s'en occupe, discrètement. Le médecin a hoché la tête. Il a griffonné quelques mots sur un papier, puis il m'a tendu l'ordonnance. Prenez ça, du fer et du repos, c'est tout ce que je peux faire. Je l'ai regardé. Il n'a pas souri. En sortant dans la voiture, ma mère a dit « Tu vois, faut pas faire de scandale. Il a été correct, mais faut que ça reste entre nous. » J'ai regardé la route. Les arbres défilaient comme les jours, toujours les mêmes. Je suis retournée au lycée le surlendemain. Je marchais plus lentement, je respirais plus fort. Le prof principal m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Il m'a regardé un moment, puis il a tourné la tête, comme tout le monde, comme s'il y avait un mur entre moi et les autres, invisible, épais, froid, et je n'arrivais plus à savoir si c'était moi qui l'avais construit ou eux. Je commençais à perdre la notion du temps. Les semaines s'enchaînaient comme les rangées de blé qu'on voit défiler depuis une fenêtre de train, toutes pareilles, toutes vides. J'étais à 6 mois. Mon ventre, maintenant, on ne pouvait plus le cacher. Même les plus aveugles ne pouvaient plus prétendre. Mais personne ne posait de questions. Ils regardaient ailleurs, parce que poser une question, c'est devenir responsable de la réponse. Je dormais mal. Les nuits étaient longues, agitées. Je me réveillais avec des sueurs froides, la gorge sèche, les draps collés à ma peau. Je ne rêvais pas de l'enfant, je rêvais de murs, de portes sans poignée, de regards qui me traversaient comme si je n'existais pas. Un jour, alors que je faisais une course pour ma mère, je suis entrée dans la supérette du centre. Il y avait peu de monde, une odeur de plastique, de pain rassis et de lessive dans l'air. J'ai pris un paquet de pâtes, du savon, du lait. J'ai senti une présence dans mon dos et sans même me retourner, j'ai su. Vincent, sa voix, douce, détendue, comme s'il n'avait jamais rien fait, comme si j'étais une vieille connaissance, une voisine qu'on croise par hasard. « Salut, Léa, ça fait un moment. » Je n'ai pas bougé. J'ai figé mes mains sur la boîte de lait. « Je vois que tu as changé. Tu deviens une femme, hein? » Il a ri, un rire court, étouffé, comme s'il partageait une blague entre nous deux. Comme si c'était notre secret. Il s'est approché. « Faut que tu m'écoutes. T'as pas intérêt à faire des histoires. T'es pas la première fille à tomber enceinte, tu sais? C'est pas la fin du monde. T'es pas toute blanche non plus, hein? » Je me suis retournée. J'ai planté mes yeux dans les siens. Il a cligné des paupières, surpris.
Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça, pas à ce que je tienne son regard, pas à ce que je tienne debout. Je n'ai rien dit. J'ai tourné les talons. Je suis sortie, les mains tremblantes, le cœur cognant dans ma poitrine, mais droite, entière. Je suis rentrée à pied. 2 kilomètres sous le vent. Chaque pas était un défi. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une fois. Le soir, j'ai voulu en parler à ma mère. Je lui ai dit qu'il m'avait parlé. Elle s'est figée, puis elle a dit « Tu ne l'as pas provoqué au moins? » J'ai cru que j'allais m'effondrer, pas à cause de la phrase, mais parce qu'elle était attendue, prévisible, et que malgré ça, elle faisait encore plus mal que la première fois. « Tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours le choix, » elle a dit, « mais on a toujours la décence. Alors garde ta décence, Léa, c'est tout ce que tu peux sauver. » Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et pour la première fois, j'ai crié. Pas fort, pas pour qu'on m'entende, mais assez pour que ma gorge brûle. Un cri qui n'était pas une demande d'aide, un cri qui disait juste « J'existe encore ». Quelques jours plus tard, en me rendant chez le médecin, le même à 40 kilomètres de là, j'ai senti quelque chose d'étrange, une douleur vive, soudaine, dans le bas du dos. J'ai eu du mal à marcher. Ma mère, au volant, m'a jeté un regard. « T'exagères pas un peu, là? » Mais quand on est arrivé, le médecin a pris un ton plus grave. Il m'a ausculté, cette fois avec plus de soin. Il m'a fait allonger. Il a palpé mon ventre. Il a écouté. « Le cœur est lent, » a-t-il dit. J'ai eu un frisson. Il s'est redressé. « C'est trop tôt pour accoucher, mais ça peut venir plus vite que prévu. Vous devez vous reposer, sérieusement. » Ma mère a hoché la tête. Pas moi. Je l'ai regardé. Il a évité mes yeux. « Il faudrait une échographie, » ai-je dit. « Pas nécessaire, » a-t-il répondu. Je n'ai pas insisté parce que je savais qu'il ne voulait pas de problème, parce qu'il faisait ce que ma mère voulait, parce que dans cette histoire, j'étais une gêne, pas une patiente. Sur le chemin du retour, j'ai senti les premières contractions, mais je n'ai rien dit. C'était un mardi. Je me souviens parce que les cloches de l'église sonnaient à vide, 3 fois, longues, espacées. Il n'y avait pas de vent ce jour-là, mais l'air lui-même semblait tendu, comme s'il retenait son souffle. Je m'étais réveillée très tôt, les draps mouillés de sueur, la bouche pâteuse. J'avais rêvé de quelque chose que je ne comprenais pas. Un champ vide, une balançoire qui grinçait toute seule et un bruit sourd, régulier, comme un cœur, mais pas le mien. La douleur a commencé vers 8 heures du matin. Au début, c'était diffus, comme une tension sourde, puis plus nette, une pression qui remontait dans le dos, descendait le long des jambes, me coupait le souffle. J'ai essayé de marcher. Je me suis appuyée contre le mur du couloir. Ma mère a regardé de loin sans bouger. « T'as encore mal? » a-t-elle demandé, sans détourner les yeux de la cafetière. « Je crois que ça commence. » Elle a reposé sa tasse, lentement, comme si je l'avais dérangée. « Il manque encore un mois. Tu dramatises. » Mais j'avais les jambes fléchies, le souffle court. J'ai senti un liquide tiède glisser le long de mes cuisses. Mes mains ont tremblé. Je perds du liquide. Elle a serré les dents. « Tu veux que les voisins te voient comme ça? Tu crois qu'ils comprendront, eux? »
Je dois aller à l'hôpital. Elle s'est approchée. Elle m'a agrippé le bras. Pas d'hôpital, pas ici. Tu veux que ton père apprenne qu'on parle de toi à la mairie? Je vais accoucher. Elle a blêmi, puis elle m'a traîné vers la porte arrière, celle qui donnait sur le champ. Elle a ouvert, m'a poussé dehors. Je n'ai pas compris tout de suite. Elle m'a dit, la grange de Dumas est vide. Ils sont partis une semaine. Va là-bas, cache-toi. Je t'apporterai des serviettes. Je l'ai regardée. J'ai cru qu'elle plaisantait, mais elle ne plaisantait pas. J'ai marché en titubant jusqu'à la grange. Chaque pas était un supplice. Le sol était meuble, boueux. Il avait plu la veille. J'avais l'impression que la terre voulait m'avaler. La grange était sombre, humide. L'odeur de paille moisie et de rouille me donnait la nausée. Je me suis allongée sur une vieille couverture abandonnée dans un coin. La douleur me lacérait. Mes mains s'agrippaient au sol comme pour ne pas flotter hors de mon corps. Personne, pas de sage-femme, pas de drap propre, pas de lumière, rien. Je me suis mise à hurler. Pas des cris de cinéma, des sons bruts, brisés, comme si mon ventre éclatait de l'intérieur. J'ai senti la tête passer. J'ai crié. J'ai poussé. Le sang coulait. La douleur était une mer noire, sans fond. Et puis, un silence. Pas un cri de bébé, juste un poids. Un petit corps. Il était là, posé entre mes jambes, silencieux. Je l'ai attrapé. Mes mains étaient pleines de sang. Il était chaud, encore, tout petit, le visage pâle, les paupières closes. Respire, s'il te plaît, respire. Mais il ne respirait pas. J'ai tenté de lui souffler dans la bouche, comme j'avais vu dans un film. J'ai pressé sa poitrine. Je pleurais, je suppliais, je lui parlais. Tu n'as pas le droit de partir, pas maintenant, pas après tout ça. Je l'ai bercé contre ma poitrine. Il était tiède, doux, léger comme un souffle, mais il ne bougeait pas. Et puis, lentement, il est devenu froid. Le silence de la grange est devenu une tombe. Je suis restée là des heures, recroquevillée, le corps de mon enfant contre moi. Mon enfant, il n'avait pas de prénom. On n'avait pas voulu qu'il existe, mais il existait. Il avait existé. Et maintenant, il était mort. Le soleil commençait à décliner quand ma mère est arrivée à la grange. Elle avait une vieille couverture roulée sous le bras et un sac plastique dans l'autre main. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a pas regardé mon visage. Elle a vu le petit corps immobile posé contre moi et elle a détourné les yeux comme si elle avait vu un animal écrasé sur la route. « Il respire », a-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête, je ne pouvais pas parler. Elle a expiré lentement en fermant les yeux, puis elle s'est accroupie près de moi. Elle a pris la couverture, a tenté de l'enrouler autour du bébé, mais mes bras ne lâchaient pas. Elle a tiré un peu plus fort. « Donne-le-moi, Léa. Il faut le mettre quelque part avant que quelqu'un voie. »« Non, tu veux qu'on finisse tous dans les journaux? Tu veux qu'on dise que tu l'as tué? » Je ne répondais pas. Je tenais mon bébé. Je sentais encore un peu de sa chaleur dans ma peau et j'aurais voulu me dissoudre avec lui, qu'on devienne poussière ensemble. Elle a fini par réussir à me l'enlever des bras. J'ai hurlé. Pas un cri fort, un cri d'animal blessé, un cri sec, étranglé, qui m'a arraché la gorge.
Arrête, Léa, elle a dit. Arrête maintenant. Elle l'a mis dans le sac plastique. Elle a fermé le nœud. J'ai cru que je mourrais. On a marché à travers les champs, dans la pénombre. Elle ouvrait la marche, rapide, les bottes trempées. Moi, je suivais, en titubant, mes jambes nues, mes mains rouges. J'avais l'impression de flotter, de ne plus appartenir à mon corps. Elle m'a emmenée derrière l'église, là où il y avait un petit carré de terre à l'abandon, entre deux haies. Elle a creusé avec une vieille pelle qu'elle avait apportée. Moi, je suis restée debout, à la regarder. Je ne ressentais plus rien. Elle a posé le sac dans le trou. Pas un mot, pas une prière, juste un regard rapide, furtif, comme pour s'assurer qu'on était toujours seul. Puis elle a remis la terre. Elle l'a tassée avec ses pieds. Elle a dit « On n'en parlera plus. Tu m'entends? Jamais. » On est rentrés en silence. J'avais du sang jusqu'aux genoux. Elle m'a fait monter par la porte de derrière, m'a poussé sous la douche. L'eau froide, pas de serviette propre. Elle m'a laissée là, seule, tremblante, les bras autour du ventre vide. Le lendemain, elle est partie travailler comme si de rien n'était. J'ai passé la journée dans mon lit, à regarder le plafond, à sentir mes seins gonflés de lait, douloureux, inutiles. Mon corps voulait nourrir un enfant qui n'était plus là. Vers midi, le maire est passé. Il est entré sans frapper. C'était un ami de la famille. Il m'a regardé comme on regarde un meuble abîmé. Il a dit « Ta mère m'a expliqué. Il faut régler ça proprement. J'ai parlé au curé. Il dira que c'était une fausse couche. On fera un petit acte, sans nom, sans date. » Je n'ai pas répondu. « Tu veux pas que ça se sache, hein? » J'ai tourné la tête vers la fenêtre. « Bien, » a-t-il conclu. « Alors on oublie, toi aussi. » 3 jours plus tard, une boîte en bois a été déposée en douce dans le carré derrière l'église. Il n'y avait pas de croix, pas de fleurs, juste une pelle fraîchement utilisée et un peu de terre retournée. Personne n'a demandé à qui c'était. Le village savait. Bien sûr qu'il savait. Mais il ne voulait pas savoir, parce que dans ce genre d'endroit, les secrets ne meurent pas. Ils se camouflent. Après l'enterrement, la vie a repris. Pas la mienne, celle des autres. Les matins sont revenus. Les cloches ont continué à sonner. Les vitrines se sont décorées pour l'été. Le monde avançait comme si rien n'avait changé, comme si aucune tombe n'avait été creusée, comme si aucun cri n'avait déchiré une grange abandonnée. Moi, je flottais. Je ne suis pas retournée au lycée. Ma mère a dit que ce n'était pas la peine. Tu n'as plus d'avenir dans ce genre de lieu, elle a tranché. Elle m'a interdit de sortir, de parler, d'écrire. Elle a coupé la ligne fixe, retiré la carte SIM de mon téléphone. Tu dois comprendre qu'on te protège, elle répétait. Mais ce n'était pas une protection, c'était une mise au secret. Mon père ne disait toujours rien. Il ne me regardait pas. Il passait ses journées au jardin, ses soirées devant les informations et ses nuits à ronfler dans la chambre voisine. Un fantôme épais, bruyant, indifférent. Je mangeais peu. Mon corps était vide, mais mes seins me faisaient encore mal. Parfois, la nuit, une goutte de lait perlait et tachait mon T-shirt. Alors, je pleurais en silence pour ne pas réveiller l'indifférence autour de moi.
Le pire, c'était ce ventre. Il s'était aplati, mais j'y posais encore mes mains, par réflexe, comme s'il y avait encore quelque chose, comme si je pouvais le sentir. Et chaque fois, je n'y sentais que du vide. Parfois, je sortais quand mes parents dormaient. Je traversais le champ, pieds nus. J'allais jusqu'à la haie. Je m'agenouillais. Je touchais la terre. Elle avait séché, l'herbe avait repoussé, mais moi, je n'avais pas repoussé. Un matin, vers la fin du mois de juin, une rumeur a traversé le village. Une nouvelle institutrice allait s'installer à l'école primaire. Une Parisienne, disait-on. Je n'y prêtais pas attention. Mais 2 semaines plus tard, alors que je sortais acheter du pain, seule pour la première fois depuis des mois, je l'ai vue. Une femme de 35 ans environ, cheveux châtains, chignon flou, lunettes épaisses, robe simple. Elle était devant la mairie, un dossier sous le bras. Elle m'a regardée, pas comme les autres, pas avec gêne ou jugement. Non, elle m'a vue, moi. Je me suis figée. Elle a souri, un sourire honnête. Elle s'est approchée, sans me forcer. « Tu es Léa, c'est ça? » J'ai hoché la tête. « Je m'appelle Julie. Je suis nouvelle ici. Je remplace la maîtresse de CP. » Je n'ai rien dit. Elle a continué doucement. « Je t'ai vu passer l'autre jour. Tu sembles fatiguée. » J'ai baissé les yeux. « Tu veux marcher un peu avec moi? Juste quelques minutes. Si tu préfères le silence, ça me va aussi. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. On a marché jusqu'au vieux banc près du terrain de pétanque. Elle s'est assise, moi aussi. Le soleil tapait doucement, les oiseaux chantaient. C'était irréel. Elle a parlé un peu d'elle, de la ville, des enfants, des rentrées scolaires. Puis elle s'est tue. Longtemps. Enfin, elle a murmuré. « Tu sais, parfois, les gens cachent des choses qui brûlent et ils finissent par s'éteindre de l'intérieur. » Je l'ai regardée. Pour la première fois, j'ai regardé quelqu'un droit dans les yeux depuis l'accouchement. Elle a ajouté. « Tu n'es pas obligé de me parler, mais sache que je ne suis pas d'ici. Je n'ai pas les mêmes silences que les autres. » Mon cœur a battu plus fort et j'ai compris. J'avais envie de parler. On s'est revus le lendemain et le surlendemain, toujours au même banc, à la même heure. Julie ne posait jamais de questions directes. Elle parlait de tout, de rien, parfois d'enfance, parfois de cuisine. Elle me laissait respirer. Elle ne voulait rien savoir. Elle voulait juste que je sois là. Et puis, un soir, je lui ai dit « J'ai accouché seule. » Elle n'a pas réagi comme les autres. Pas de froncement de sourcils, pas d'excuses embarrassées. Juste un silence droit, présent. « Il est mort », j'ai ajouté. Elle a fermé les yeux 1 seconde, puis elle a dit doucement. « Tu veux me raconter? » Je lui ai tout dit, pas d'un coup, mais morceau par morceau, comme on vide un sac de pierre, lentement, pour ne pas se briser les pieds. L'agression, la grossesse, le silence, la grange, la terre froide, ma mère, le maire, les regards fuyants, les cris que personne n'a entendus, mon bébé sans nom. Elle m'écoutait sans jamais m'interrompre. Elle hochait la tête parfois.
Mais surtout, elle m'écoutait avec le genre de calme qui ne se donne pas, qui se construit, une présence qui fait exister. À la fin, j'étais vide, mais pour la première fois, ce vide n'était pas un gouffre. C'était un champ qu'on vient enfin de labourer. Julie a dit tout doucement, « Tu sais que ce que tu as vécu, c'est un crime, Léa. » J'ai hoché la tête et que ceux qui t'ont forcé au silence sont complices. Je sais, elle a pris ma main. Elle n'a pas serré, juste posé la sienne. Tu veux que ça change? J'ai hésité, puis j'ai soufflé. Je veux juste que quelqu'un sache, vraiment. Pas des rumeurs, pas des soupçons. Je veux qu'on l'entende une fois, même s'il n'y croit pas. Elle a réfléchi. Tu serais prête à l'écrire? J'ai eu peur, peur que les mots sortent mal, peur que tout redevienne flou, qu'on me traite de menteuse, de fille instable, de tragédienne. Mais j'ai dit oui. Elle m'a aidée. Elle a apporté son ordinateur, s'est assise avec moi à la bibliothèque municipale après la fermeture. On a écrit une lettre. Pas un témoignage judiciaire, une lettre humaine, vraie, douloureuse. Elle a relu chaque mot, m'a demandé si je voulais en enlever, en ajouter. Rien n'a été publié sans mon accord. Puis, elle a envoyé la lettre à 3 journaux locaux. Elle a changé mon nom, mais pas les faits. Je pensais qu'il n'allait jamais répondre. Mais une semaine plus tard, un journaliste a appelé Julie. Il voulait me parler. Il voulait écouter. Je n'étais pas prête, mais je l'ai fait et l'article est sorti. Page 3, noir sur blanc. Témoignage anonyme. J'ai accouché dans une grange à 17 ans et mon bébé est mort. Le village a explosé. Les regards ont changé. Certains pleins de pitié, d'autres pleins de colère, mais plus personne ne pouvait faire semblant. Ma mère a hurlé. Elle m'a accusée de trahison. Mon père m'a dit que j'étais la honte de la famille. Mais je n'ai pas cédé. Julie ne m'a pas quittée. Elle est restée près de moi, même quand des gens ont commencé à murmurer qu'elle mettait des idées en tête à la jeunesse. Et puis, un matin, j'ai reçu un message d'une fille du même village, une fille que je connaissais de vue. Elle m'a écrit, moi aussi, mais je n'ai jamais osé le dire. Alors j'ai compris, je n'étais plus seule. Les semaines suivantes ont été dures. Le maire m'a convoquée. Il m'a demandé si j'avais mesuré les conséquences de mes paroles. Il a parlé de l'image du village, de cohésion sociale, de tension inutile. Je l'ai regardé dans les yeux. Ce n'est pas l'image qui est salie, j'ai dit, c'est ce qui a été caché. Il a baissé les yeux. Il n'a rien répondu. Vincent, lui, a nié tout en bloc. Il a déclaré au journal régional que j'étais perturbée, que j'inventais tout pour attirer l'attention, que j'étais une fille à histoire. Mais cette fois, les gens ont commencé à douter, parce qu'il y avait un récit, un corps, une tombe, et surtout parce qu'il y avait d'autres filles. 2 autres se sont manifestées anonymement. L'une avait quitté le village à 18 ans. L'autre y vivait encore, enfermée chez elle depuis 3 ans. Et soudain, ce n'était plus mon histoire. C'était une brèche, une faille dans le silence. Julie a organisé une rencontre, discrète, entre nous, les filles,
Pas pour faire un procès, pas pour se venger, mais pour se parler, pour se dire qu'on existait. On s'est assise dans une salle municipale vide, un soir d'orage. Il y avait du thé, des gâteaux secs, des mouchoirs et des mots, beaucoup de mots, bruts, tremblants, parfois hachés, mais vrais. On ne se connaissait pas, mais on se comprenait. Et ce soir-là, j'ai parlé de lui, de mon fils. Je l'ai appelé pour la première fois. Il s'appelait Léo. Personne n'a ri, personne n'a douté. Les autres ont hoché la tête, certaines ont pleuré. Une fille a pris ma main. Tu l'as porté, tu l'as aimé, il a existé, c'est tout ce qui compte. À partir de ce jour, j'ai changé. Je me suis réinscrite à l'école par correspondance. J'ai repris contact avec une assistante sociale. J'ai entamé un suivi psychologique. Julie m'a soutenue à chaque étape. Et puis, un matin, j'ai reçu une invitation. Une émission télé cherchait des témoignages pour parler du silence dans les villages. Des violences tuent, des femmes oubliées. Je n'ai pas hésité. Je suis montée à Paris. C'était la première fois que je quittais le village seule. J'ai pris le train, une valise à la main et un prénom dans le cœur. Sur le plateau, les lumières m'ont aveuglée. Le micro a glissé un instant, mais je me suis redressée et j'ai parlé. Pas pour accuser, pour dire. Pour que plus jamais une fille de 17 ans n'accouche dans une grange, en silence, sous les yeux fermés d'un village entier. Pour que plus jamais un bébé meure sans prénom. Pour que plus jamais on dise à une survivante que c'était de sa faute. Si tu m'as écouté jusqu'ici, je te remercie. Et si toi aussi tu as vécu dans le silence, sache que je te crois. Tu n'es pas seul. Abonne-toi. Laisse un like, pas pour moi, pour celles qui viendront après, pour celles qui n'ont pas encore osé parler, pour celles qu'on a fait taire, parce que la seule chose plus forte que le silence, c'est une voix qui décide de briser.